Alors, bienvenue dans cet espace de création de la confiance. Je ne sais pas si tout le monde voit la Terre en ce moment avec les petites mains autour. Pour nous mettre un peu dans l'esprit de ce qu'on avait envie de faire, moi et Didier. Donc, tout d'abord, merci d'être ici. Merci d'explorer avec nous cet enjeu de la confiance qui est vraiment majeur en ce moment. De la façon dont on avait pensé commencer, moi et Didier, c'est de vous inviter à l'intérieur de 30 secondes. Vous avez un gros 30 secondes. Là. Vous pouvez prendre pleinement votre 30 secondes pour tout simplement nous dire ce qu'est la confiance pour vous et vous êtes libre d'intervenir ou non. Donc, allez-y là, comme vous le sentez là, à la question. Qu'est-ce que la confiance pour vous? Allez, je me lance. Il faut un premier. Après, il y aura une deuxième. Voilà. Donc, pour moi, la confiance, c'est d'abord de la sincérité et de l'authenticité. C'est-à-dire que faire confiance, il faut le faire comme véritablement un don et pas nécessairement un temps en retour. Donc, c'est ce qui permettra à l'autre, effectivement, de pouvoir redonner par la suite. Voilà. Good. À l'intérieur de 30 secondes, bravo, merci. Je me lance derrière. Oui. Moi, je suis encore plus ultime. Tout ce que vous avez dit, ça colle dedans. Je suis plus ultime. Pour moi, c'est une relation d'amour. Donc, il y a tout dedans. Il y a le don, il y a la confiance, il y a la sincérité, il y a l'honnêteté, il y a la relation entre les gens. Voilà. C'est encore plus complet. Merci et bravo. Qui prend la suite? Pour moi, la confiance, c'est soutenir. C'est très condensé, hein? Ouais. Génial. Le soutien. C'est fou quand on limite le temps, comment ça donne du temps. Hein? Pour moi, la confiance, c'est une relation de cœur à cœur, de soutien, d'accompagnement et de guidance, en fait. Pour compléter, pour moi, la confiance, c'est déjà se relier à soi. C'est un lien profond avec soi et donc avec l'extérieur. Et moi, j'aime bien parler de confiance inconditionnelle comme but. Moi, j'ajouterais un mot par rapport à tout ce qui a été dit. C'est vraiment, pour moi, c'est aussi l'ouverture à soi et puis l'ouverture à l'autre. Oui, Olivier, en complément de tout ce qui a été dit auquel je suis d'accord, moi je dirais que la confiance c'est quelque chose qui s'entretient, c'est un peu comme une plante verte, voilà, ça pousse bien, des fois c'est en forme, des fois c'est pas en forme, ça se donne, ça se reçoit, mais ça s'entretient aussi. Il y a une forme de jauge. Merci Olivier. Maryse? Oui, je m'étais posé la question juste avant de venir vous retrouver. Et en fait, je me suis jamais posé la question avant. Je pense que c'est quelque chose de naturel et voilà, j'aimerais faire le tour un peu avec vous de voir tout ce que ça contient, quoi. Ça me semble être très vaste. On va faire le tour de la vastitude. Pour ma part, c'est une forme de lâcher prise. C'est-à-dire l'atteinte d'un bien-être personnel, d'un bien-être avec l'autre, et de lâcher prise sur les fausses croyances, les fausses convictions, les jugements et toutes ces choses-là. Donc, faire confiance a priori, faire confiance malgré tout. Je rejoins, je ne sais plus qui avait dit inconditionnel. Alors, ce n'est pas de la naïveté, hein. C'est que je crois qu'il faut toujours partir sur une base de confiance. Et puis ensuite, on voit comment les choses se construisent et se développent. C'est vraiment une jonction avec soi-même et avec les autres, sur lequel il n'y a pas de parasite. J'aime bien cette idée de jonction, puis de trouver les points de jonction entre les êtres humains, parce qu'on est tellement habitué de trouver les points de division. Tout à fait.
Et ça nous permet, si tu le veux bien, Didier, d'entrer dans la conversation que nous avions envie. Et puis donc, sentez-vous libre de nous interrompre à tout moment. Soyez impolis, sentez-vous vraiment libre, spontanément, de jouer votre musique à l'intérieur de notre musique. Imaginez qu'en ce moment, on fait comme un petit duo musical et puis ajoutez vos instruments là, au fil de la musique. Didier, j'ai envie de commencer par l'opposé. Moi, je suis un peu trickster parfois et j'aime ça me promener dans les extrêmes. On va aller complètement de l'autre bord. Qu'est-ce que serait la peur? Et je vous propose cette définition de la peur. Et donc, Didier, j'ai envie de te voir ta réaction. Qu'est-ce que tu penses de ça? La peur, c'est mettre sa confiance dans quelque chose que nous ne désirons pas. Tu as préparé une jolie question, là, une jolie réflexion. Moi, j'ai des réponses, j'ai des questions à toutes vos réponses. Ouais. Moi, je dirais que plutôt la peur, c'est de justement ne pas mettre sa confiance. Parce que même si j'ai peur de quelqu'un, je peux a priori lui donner ma confiance ou lui confier ma confiance en fait. Qu'est-ce qu'il va en faire? Je ne sais pas. Si j'ai peur, je crois que personnellement, en tous les cas, même si j'ai un doute, même si j'ai peur, je lui confierai ma confiance pour voir si cette peur est due à des vieux schémas ancrés en moi qui font que j'ai un mauvais jugement, une mauvaise analyse, une mauvaise impression. Et donc, en quelque sorte, je vais, grâce à cette confrontation, pouvoir grandir et apprendre d'autres choses. Donc, voilà un peu ma réponse à ta question. Ouais. En fait, le mouvement que je voulais insuffler ici, c'est qu'en ce moment, sur la planète, il y a une grande charge de gravité. La peur, c'est une force de gravité, d'une certaine manière. La peur, c'est de l'information. Hein? La peur nous informe qu'il y a un danger quelque part. Et la peur nous informe quand je suis en danger, je mets ma confiance où? Je mets mon pouvoir où? La peur m'informe que j'ai besoin d'être rassuré, par exemple. Donc, si je suis rassuré, où est-ce que je vais mettre? À qui je donne mon pouvoir de me rassurer? Et donc, ça nous permet tout doucement d'entrer dans les liens de confiance que nous entretenons avec l'environnement, avec les autres, avec nos institutions, avec notre technologie, puis de voir à qui je donne ma confiance, Et parfois, quand je donne trop ma confiance, je lui donne aussi le pouvoir de me faire peur. Quand je donne trop ma confiance à quelqu'un, je donne aussi le pouvoir. C'est-à-dire quand je donne trop le pouvoir de me rassurer. Je pars toujours du principe que la peur, c'est de l'information. L'information qui me dit que j'ai un besoin d'être rassuré. Maintenant, qui va s'occuper de mon besoin d'être rassuré? À qui je donne ce pouvoir? Et c'est un peu en lien avec ce qu'on vous a envoyé comme information, c'est-à-dire on vous a envoyé une vidéo sur les médias sociaux, l'effet des médias sociaux en ce moment. C'est-à-dire quand j'ai peur, est-ce que je donne ma confiance à des machines? Est-ce que je donne ma confiance à de la technologie? Est-ce que je donne ma confiance aux êtres humains? Et donc, c'est un peu ce mouvement que j'avais envie d'amorcer aussi, c'est-à-dire de faire le lien entre à qui je donne mon pouvoir de me rassurer quand j'ai peur. Et je rajouterais quelque chose. Est-ce que je vais donner ma confiance à des éléments du passé ou à des éléments du futur? Et ça, c'est génial. Ça nous permet de rebondir dessus. On a parlé de Tenet, le film Tenet dans les derniers temps. Exactement. Est-ce que lorsque j'ai peur du futur, est-ce que je me retourne vers le passé et je ne fais que donner du pouvoir à ce que je connais? C'est une très, très bonne question, la question de la temporalité. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans l'avenir, mais si je ne mets que mon pouvoir sur le passé ou ce que je connais, ou ce que je connais de l'autre, parce que je pense qu'il y a une question qu'on doit se poser aussi, c'est-à-dire quand on rencontre de l'inconnu, en ce moment on est tous des inconnus qui se rencontreront, quelles sont les propriétés que je mets chez les autres? Hein, là, je vois des visages, moi je me suis déguisé en étoile, bon, quelles propriétés je mets chez l'autre? Et j'aurais envie d'introduire une notion qui est la propriété. Vous savez, une propriété, c'est valable pour les édifices. On met une propriété pour protéger quelque chose, mais on met des propriétés chez les gens aussi. Et ça pose la question, pendant combien de temps qu'on met une propriété sur quelqu'un et on peut enfermer les gens dans des propriétés un petit peu trop serrées. C'est ce que Donald Trump fait. Donald Trump, c'est un gars qui s'est occupé de beaucoup de l'immobilier. Donc, il enferme les gens dans des propriétés très, très étroites et après ça, ils définissent leur réalité. Mais donc, se demander, quand j'interagis avec de l'autre, de l'altérité, en ce moment, on est tous de l'altérité, quelle propriété je vous attribue et aussi quel prêt d'intention je vous donne
la notion de prêt d'intention, je pense qu'elle est importante aussi par rapport à la confiance. Parce que mes interactions avec les autres, nécessairement, je leur prête un certain nombre d'intentions. Puis effectivement, quand je suis en confiance, je leur prête des bonnes intentions. Et donc, j'avais envie aussi d'ouvrir avec toi, Didier, sur la notion de propriété que je donne à l'autre et aussi cette notion de prêt d'intention. Avec deux mots qui sont quand même relativement bien, j'allais dire, dans la matérialité, c'est-à-dire dans la notion de propriété, dans la notion de prêt. Je prête à quelqu'un ou à quelque chose une bonne intention. Alors, quand c'est un prêt, on s'attend souvent à un retour ou à un investissement. Et donc, en fait, on fait l'hypothèse, on hypothèque, puisque je... L'hypothèse hypothèque, c'est génial. je continue sur ta terminologie. On hypothèque sur un futur positif à partir du moment où on prête notre confiance. Et c'est là, je crois que, est-ce qu'on la prête ou est-ce qu'on la donne? Si on la prête, on attend un retour sur investissement. C'est ça. Alors que si on la donne, on n'attend pas de retour. Et souvent, quand on donne sa confiance à quelqu'un, soit effectivement on est déçu, mais l'univers s'arrange souvent pour dire que si ce n'est pas la personne en question qui nous redonne de la confiance, ce sera quelqu'un d'autre. Et donc, ça nous amène à justement avoir une vision un peu plus relationnelle dans nos interactions avec les autres, parce que quand je vois les autres comme des propriétés ou quand je vois les autres comme des objets, nécessairement, je m'installe dans une dimension de commerce avec l'autre. Oui. Et je pense qu'il y a cette réalité des lois commerciales en ce moment. Beaucoup de ce qu'on entend par rapport à la crise, c'est justement qu'il y en a qui veulent faire de l'argent ou il y en a qui veulent... On prête des intentions. Mais écoutez, si on veut revenir à la base, là, chacun de nous, on cherche à profiter. C'est-à-dire, on est des organismes vivants à la base, donc on cherche à profiter au maximum. Maintenant, est-ce que je vois le monde comme étant des objets à exploiter? Est-ce que je vois à la limite les gens comme des objets exploités qui peuvent me rapporter quelque chose? Ou je vois la valeur dans la relation? Et là-dessus, moi, je m'inscris beaucoup dans toute la tradition autochtone. J'ai des racines algonquines. Et puis, je me suis intéressé beaucoup au langage des Blackfoot. Puis pour les Blackfoot, les objets, ça n'existe pas. Tout est relation. C'est ma relation à. Donc, une personne n'est pas négative, mais ma relation avec elle devient négative lorsque j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. Et la tentation est grande d'attribuer une propriété négative aux personnes lorsque le besoin n'est pas satisfait, alors que c'est ma relation qui est négativement satisfaite. Et donc, finalement, je fais un peu de pouce pour explorer la notion de positif-négatif. Comment est-ce qu'on vit dans un monde positif-négatif où les choses ont des propriétés en soi qui sont positives-négatives, ou c'est ma relation à l'autre qui est positive et négative? Ah ben, je pense, moi, personnellement, qu'à partir du moment où notre sentiment, notre émotion ou notre intérêt, selon que l'on puisse être en fonctionnalité sur l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit, va automatiquement définir quel type de lien de confiance je veux. Est-ce qu'effectivement je donne ou je prête de la confiance à quelqu'un parce que je veux qu'il me rapporte quelque chose? Là, on passe dans l'hémisphère gauche et la matérialité. Ou est-ce que je prête ou je donne quelque chose, je prête ou je donne de la confiance à quelqu'un parce que je veux construire une relation? Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu vois la confiance comme une énergie? C'est ressorti un peu tout à l'heure dans les interventions, que la confiance serait une forme d'énergie relationnelle. Un peu comme l'amour, finalement. Ben oui. Est-ce que tu verrais la confiance comme une énergie relationnelle? Oui, pour moi, c'est un amour a priori. C'est qui ce priori? Je me permets d'intervenir dans votre relation parce que c'est moi qui ai lancé ce gros mot d'amour tout à l'heure. Ah oui. Il y a plusieurs notions que vous avez avancées qui sont super intéressantes. La notion de la temporalité, déjà. Donc pour moi, le futur se construit dans le présent, hein, c'est l'instant. Et c'est l'insertion de l'éternité dans l'instant. La projection dans le passé n'apporte que de la peur, vous en avez parlé. Dans le futur, c'est extrêmement instable aussi, donc ça apporte de la peur. Ça rejoint un peu nos autres réflexions. Mais c'est vrai que l'instant est
est éternel, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, vous avez abordé la notion de relation marchande sur la confiance, et ça me dérange beaucoup parce que c'est vrai que la confiance est une relation d'amour, il n'y a pas de relation marchande, c'est une relation de... Et on ne peut jamais être déçu dans le don, puisque comme tu disais aussi, Olivier, il y a forcément le retour qui se fait par ailleurs. On peut se tromper en plaçant mal éventuellement sa confiance, mais à partir du moment où on a une certaine assertivité. Donc ça, c'est notre confiance avec le plus grand que soi. Voilà. C'est-à-dire... Ça dépend de sa place à soi, effectivement. Oui, parce que si je donne ma confiance ou je prête ma confiance à quelqu'un, mais que j'ai avec une idée de retour et que je n'ai pas de retour, si j'ai confiance en moi et dans le plus grand que moi, je sais que de toute façon, j'aurai un retour, mais pas de la personne à qui j'ai prêté ou donné ma confiance. Et puis peut-être pas sous 24 heures non plus. Voilà, c'est exactement ça. Et cette imagination. Oui, on a besoin d'imagination, d'imaginer que ce que je lance, ça me sera peut-être pas retourné par la personne dans mon temps, mais ça peut peut-être m'être retourné par une personne dans le futur, par exemple. Moi, j'aime bien imaginer que le futur, il est froid. On a des enfants dans le futur qui ont froid. Et on peut interagir avec eux d'une certaine manière. Je lance des idées, je peux réchauffer le futur de mes enfants. Et ce que je fais en ce moment, ça ne m'est pas retourné par moi, mais ça m'est retourné par un enfant dans le futur. C'est tout le thème du film Arrival, on va en parler tout à l'heure, Premier Contact. C'est le futur qui nous envoie quelque chose ou qui nous redonne quelque chose, mais qui n'est pas ciblé spécifiquement à nous, mais qui fait partie d'un système qui est plus grand, justement. Accepter d'être dans un système qui est plus grand et qui dépasse les frontières temporelles. Est-ce que tu es en train de dire qu'en fait, la confiance, c'est comme un état d'être ou un état d'esprit permanent? Je vais vous montrer ça, puis je vais apparaître moi aussi. Et donc, est-ce que les gens ont vu le film Arrival? Premier Contact? Oui. Non, pas encore. OK. Toi, Didier, qui l'a vu, comment tu pourrais résumer le film Premier Contact? Eh ben, c'est vraiment, écoute, c'est exactement ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que tu as évidemment des protagonistes qui doivent travailler ensemble. L'un qui a peur du futur et de ce qu'il va découvrir et de ce qui peut se passer. Et donc, qui part avec ses schémas du passé, à savoir que si c'est un étranger, il est forcément dangereux et il faut s'inquiéter. Et l'autre, notamment, qui est joué par cette femme, et qui dit non, il faut aller voir, il faut rentrer en contact, il faut communiquer. C'est nécessaire de comprendre qui ils sont et puis de regarder nos différences. Voilà. Et bon, alors évidemment, c'est très américanisé, très hollywoodien. Très mais c'est un Québécois qui a fait, ça. Il a filmé ça tout près de Québec. Ouais, Denis Villeneuve. Je suis pas d'accord avec l'idée que c'est américanisé. Peut-être qu'il y a la finale, mais c'est un Québécois qui a fait ce film. D'accord, c'est Denis Villeneuve. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est vraiment ce jeu et ces interactions entre les uns et les autres basées justement sur la confiance. Je fais référence au passé, il y a des normes, il y a des lois, il y a des process, il faut faire comme ça. Et d'autres qui disent, mais non, les lois, les normes, les process ne sont pas forcément adaptés à ce qu'on est en train de découvrir. Voilà. Donc on doit avancer, on doit aller les voir pour comprendre et puis là s'enrichir. Et je pense que la confiance, en fait, c'est une porte qui s'ouvre vers un enrichissement personnel. Exactement. Et la richesse d'Arrival, vous voyez le cercle sur votre écran, la richesse d'Arrival, ça dit en fait, moi, ce que j'avais exploré dans Les hasards nécessaires, dans mon livre Les hasards nécessaires, je parlais de la synchronicité dans les rencontres, c'est les grandes rencontres offrent toujours le cadeau d'un nouveau langage. Offrir un nouveau langage. Et il y a une nécessité en ce moment pour retrouver de la confiance, de créer un langage, ou à tout le moins d'être curieux d'un nouveau langage relationnel, justement axé plus sur les processus et moins sur les choses. Et un langage qui respecte le temps circulaire et pas seulement le temps linéaire, parce que dans Arrival, on parle du temps circulaire. Et donc, il y a toute cette question du langage. Inévitablement, quand on parle de confiance, on parle du langage. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé, avec la présentation, moi et Didier, on vous a envoyé un extrait de Sapiens, le livre de Yuval Harari, où il faisait des liens étroits sur comment le langage s'est développé. La force du langage, c'est la capacité de créer des mythes. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on a réussi à dépasser les autres espèces,
c'est pas seulement qu'on est capable de parler des choses qui existent, on est capable de parler des choses qui n'existent pas aussi. Et donc, toute cette capacité de créer des mythes qui vont avoir du sens est fondamentale en ce moment. Pouvoir créer un langage mythique, mythologique, nous faire rêver. Je ne sais pas comment c'est pour vous en France, mais nous, au Québec, là, c'est que des gestionnaires qu'on a. On a notre ministre de la Santé, c'est un gestionnaire. On n'a que des gestionnaires. Donc, ça vient avec un langage, ça. Ça vient avec, on compte combien de morts, on compte combien on gagne, combien. Et ce langage du combien, à un moment donné, là, combien, ça m'énerve, moi. Mais ce manque de poésie, ce manque de... Parce que le langage Arrival, c'est-à-dire ce qui nous est donné par le futur, par des êtres du futur, c'est un langage qui est à la fois poétique et scientifique. Et donc, tout ça pour faire un immense détour pour dire que quand on parle de confiance, c'est nécessairement un enjeu de langage aussi. Parce que d'ailleurs, dans le film, pour certains, le cadeau que les extraterrestres du futur, en fait, c'est nos descendants, finalement, c'est nos ancêtres, mais nos ancêtres du futur, ce qu'ils nous donnent un langage, mais pour les comptables, les militaires, ils nous donnent une arme. Et la ligne est mince entre le langage comme une arme, Donald Trump est, je suis tannant avec lui, mais lui, il utilise le langage comme une arme. Et avec la technologie aujourd'hui, il y a son le laser du Twitter à ce temps. Et donc, le langage comme outil de confiance, de création de richesse, ou le langage comme outil de commercialisation, de domination et de dictature aussi. Alors, donc, je pense qu'on oui. Yann, ce que tu viens de dire, on le retrouve en extrait pour ceux qui ont vu éventuellement le film De Gaulle. Oui, où quand il prend sa décision et qu'il se trouve en Angleterre et qu'il demande l'aide de Winston Churchill et qu'il ne l'obtient pas, il dit en fait la seule arme qui me reste, ce sont les mots. Exact. Ah, c'est beau ça. Tout à fait. Et donc les mots, le verbe, c'est une arme de résistance. Ouais, à condition. Massive. Et alors, c'est une arme non pas à utiliser contre les autres, mais à partager avec les autres. Je vais intervenir encore une fois. Oui. C'est surtout très créateur pour moi. J'aime pas trop le fait que les mots soient des armes. C'est vrai que c'est utilisé comme ça, mais pour moi, c'est un contresens. Le verbe est surtout créateur, les mots sont créateurs et on a la capacité avec le fait de pouvoir créer des mythes, justement de créer nos utopies et de créer nos projections grâce au langage et à l'interaction. Voilà, c'était juste pour dissocier le mot simplement d'un aspect guerrier. C'était pour dire aussi qu'il... Mais tu as raison, et on pourrait parfaitement dire que c'est un objet qui peut être utile, effectivement en bien ou en mal, mais c'est avant tout un objet qui, s'il est partagé, va nous permettre de l'enrichir. Je vais me permettre d'aller en appui de ce que vient de dire Véronique, si je me permets, Didier et Jean-François. Je trouve que, effectivement, ce n'est pas une arme, c'est un outil. Et comme tout outil, effectivement, on sait à peu près comment l'utiliser, parfois pas toujours, et on peut apprendre aussi à l'utiliser. Et je vois d'ailleurs par rapport au dessin qui est là, c'est d'établir une connexion. Et quand on a établi la connexion, ça demande du temps, ça demande de la confiance, ça demande aussi de l'habitude, ça demande de la répétition. Mais quand on y arrive et qu'on ne veut pas aller trop vite, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intérêts commerciaux ou autres sur le sujet, on arrive à faire ce lien. Et c'est ce lien-là, une fois qu'il est établi, qu'il devient durable. Ah, superbe. Ah, super. Le lien durable. Est-ce que mon langage crée du lien durable ou du lien éphémère uniquement? En tout cas, ça ouvre sur de très belles questions. Et moi, personnellement, je pense que c'est le partage de nos champs sémantiques, en fait, qui fait qu'on va créer cette durabilité, si j'ose dire, le fait qu'on ne parle pas forcément le même langage, le fait que nous n'ayons pas forcément le même champ sémantique, mais le fait que nous ayons envie de créer un lien, c'est-à-dire de tricoter. D'ailleurs, est-ce qu'on respecte le troisième côté? Parce que dans tricoter, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a un troisième côté. Et je crois que le langage qui est vraiment puissant, c'est le langage qui respecte le troisième côté des choses. Ce que j'appelle le troisième côté, c'est la dimension plus quantique de la réalité, c'est la dimension reliante. C'est de voir le monde comme des événements et non pas des choses. Et d'être curieux de comment les événements s'agencent ensemble. C'est très complexe, la mécanique quantique, mais si on a la simplifier, c'est une
une approche de la relation d'événements. Le monde n'est pas fait de choses, mais le monde est fait d'événements. Et la capacité de voir le troisième côté, c'est la capacité de voir le troisième côté qui relie les choses en apparence divisées. Oui, mais Oui. là-dessus, je complète ta pensée en disant que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. 1 plus 1, ça fait 3. C'est-à-dire lui, moi et ce que nous construisons ensemble. Très souvent, enfin moi, c'est ma définition, j'allais dire, de l'amour dans le couple. C'est-à-dire qu'il y a 1 plus 1, mais en fait, on est 3, il y a notre amour, et qu'est-ce qu'on fait l'un et l'autre pour que le troisième soit nourri? Exact. Donc, 1 plus 1, ça fait 3. Exact. Et donc là, tu viens de parler du langage mathématique, et le langage mathématique est une forme de langage qui est importante à considérer, mais qui doit être complétée par le langage poétique. Ouais. Le langage, et Véronique nous pose une question, et qu'en est-il du langage non verbal? Ah, ben ça, c'est c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est là. En fait, je pense que le langage non verbal, effectivement, c'est un langage qui, lorsqu'on regarde l'autre s'exprimer, nous permet de capter la cohérence ou l'incohérence, nous permet de capter éventuellement la fréquence sur laquelle se situe son langage. Et donc, pour moi, en fait, il y a le langage verbal et non verbal. Normalement, selon moi, ce sont deux sources d'émission d'informations qui nous permettent justement d'avoir confiance, ou peut-être ça va nous déclencher des peurs. Ben, si tu permets, Didier, puis si vous me permettez, moi, je vous propose de visionner un tout petit extrait du film Arrival sans la voix, sans rien. Vas-y. Et donc, tout simplement, laissez-vous imprégner par ce que vous allez voir, même si vous avez vu ou vous n'avez pas vu le film. Et donc, on revient ensuite. Pour vous situer la scène, c'est le moment où l'héroïne arrive et elle fait la rencontre de ce qu'on ne sait pas trop c'est quoi. C'est le premier contact, finalement. Alors, voilà l'objet ou l'événement. Et là, le non-verbal, évidemment, est... Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça, c'est le premier contact. Elle a son casque, elle est dans un hélicoptère, donc ça, c'est son premier contact. Et son premier contact avec les entités. Elle est encore masquée, c'est-à-dire elle a tout son costume, regardez ce qui se passe. Tout le monde est habillé, tout le monde est masqué, là, et là, voilà. Elle fait quelque chose de complètement fou aux yeux de tout le monde.
Alors voilà son premier contact avec ce qui est en fait son futur, notre futur. Les gens qui aimeraient partager des impressions sur ce que vous venez de voir? Ça évoque ce que vous disiez tout à l'heure sur la confiance absolue. Mais il y a une dimension qui n'est pas évoquée dans ce qu'on a dit et que je ressens à regarder ce film sans le son. C'est la relation intuitive. La partie de l'intuition où on ressent, on perçoit si la confiance, s'il y a cette relation, si la confiance est justifiée ou si elle n'est pas. Génial. J'en ai des frissons en vous écoutant. Vous savez ce que Jung disait de l'intuition? Jung disait de l'intuition que c'est voir avant la courbe ou percevoir avant la courbe. C'est d'être capable d'être en contact avec quelque chose dans le futur, mais avant que ça arrive. Et c'est tout le travail que Louise Banks, le personnage, elle va apprendre à parler avant la courbe et à voir avant la courbe. J'ai remarqué quelque chose d'autre également aussi, c'est la puissance du prolongement par le geste. Ouais. La parole n'exprime pas, le geste l'exprime. Ouais. Parfois, ça suffit. Mais ça montre aussi le rapport à la sincérité et l'authenticité, parce que les mots, parfois, peuvent nous trahir. Les gestes, assez rarement. C'est-à-dire qu'on les contrôle moins bien quand on parle. Et ces gestes-là, quand ils sont vrais, ils sont puissants, quoi. Et quel est le premier geste que Louise Banks va poser? La main, donc mais avant qu'elle enlève la main. C'est-à-dire, elle enlève son masque. Écoutez, je ne veux pas partir de débat sur les pro-masques ou non-masques, là, mais je pense qu'il y a une symbolique ici. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique ici. C'est-à-dire le masque, c'est à la fois ce qui me protège et c'est ce qui informe l'autre. Et je pense que quand on veut revenir sur la crise actuelle, moi, je pense que si on veut être un petit peu plus profond puis un petit peu plus jungien, il faut aller voir en dessous de ça. C'est-à-dire, quand je mets un masque, je dis quelque chose, je projette quelque chose de mon affiliation avec la collectivité, par exemple. Je suis solidaire des autres. Et en même temps, je protège quelque chose. Et je pense que ça, cette dynamique-là, elle est importante à constamment avoir conscience. Je projette quelque chose de moi et je protège quelque chose. Qu'est-ce que je projette? Qu'est-ce que je protège? Dans le cas de Louise Banks, elle accepte de sacrifier sa sécurité personnelle parce qu'elle ne sait pas si ça va être radioactif. Elle ne sait pas si ça. Elle accepte de sacrifier quelque chose de son petit confort personnel pour s'ouvrir à l'autre. Et ça, c'est revenu tout à l'heure, la question de l'ouverture à l'autre. Et moi, oui, vas-y, oui. Elle met sa vie en danger, même. Enfin, elle s'expose au plus grand risque, elle s'expose à la mort. Oui, donc, exact. Ça va très loin, cette confiance. Exact. Et elle met sa vie en danger devant les extraterrestres, ou en fait devant ses descendants, parce que ce pas des extraterrestres, c'est des gens qui sont dans le futur qui parlent avec elle. Elle va aussi mettre sa vie en danger avec ses propres collègues, c'est-à-dire sa propre équipe à un moment donné, quand elle va capter un message chinois. Elle capte un message d'un Chinois et elle va vouloir téléphoner à un Chinois pour empêcher la guerre et toute l'armée l'empêche de faire ça. Donc, et elle met sa vie en danger aussi avec ses propres pairs, ses propres. Et ça, c'est un signe d'un langage plus vaste, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de sacrifier quelque chose de son petit confort personnel pour s'ouvrir à quelque chose qui est plus grand. D'autres observations dans le film, dans ce que vous avez vu? Je vais vous juste revenir à la lentille ici. Qu'est-ce que ça vous dit, la forme? Qu'est-ce que ça vous dit, cette espèce de lentille noire-là? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Moi, elle exprime à la fois le visuel et l'oreille. Ça peut paraître curieux, je vois à la fois la lentille, mais je vois également aussi un réceptacle auditif. Donc, voilà, je suis partagé entre le visuel et l'auditif. Mais ça correspond aussi à ce que représente pour moi la confiance, parce qu'elle est multisensorielle. Génial, génial. J'émets et je reçois. Il y a quelque chose de l'émission et de la réception. Good. Moi, je vois plutôt une feuille au début. Une feuille, oui. Ouais, une feuille. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Absolument, oui.
Une feuille qui peut être ce qui nous sépare ou nous relie au monde. Est-ce que cette feuille-là, c'est un peu le tissu de l'espace-temps? Est-ce que vous voyez la feuille de l'espace-temps? Est-ce que vous imaginez qu'on est dans un tissu qui est un peu l'espace-temps? Est-ce qu'on pourrait faire une association avec ça? Le tissu de l'espace-temps? La feuille de l'espace-temps? Moi, je vois une voile. Une voile? Une voile, c'est pas un voile. Hein? Une voile. C'est pas la même chose, hein? Une voile et un voile. Une voile comme les voiles de bateau. Et non pas un voile comme... Génial. Ouais, ouais. Je vois une voile aussi, une voile de ouais. D'ailleurs, c'est des vaisseaux. C'est-à-dire c'est représentant de leur vaisseau. Ouais. Ah, ok. Une voile ou une plume, parce que c'est également très léger. Oui, ben, ça joue avec la gravité. Hein? D'ailleurs, la gravité, il faudrait faire quelque chose sur la gravité, Didier, à un moment donné. Il y a plein de choses à faire sur la gravité. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous venez d'exprimer, est-ce que c'est relié à des passions, à des émotions ou à un travail que vous avez pu faire? Certains voient une plume, d'autres voient une feuille, d'autres une voile, d'autres une oreille et une rétine. Moi, je suis origamiste, je travaille le papier et ça m'est arrivé souvent de faire des œuvres autour des bateaux. Peut-être c'est pour ça que je vois une voile des bateaux. Super. En fait, c'est toujours le fait de se dire pourquoi j'ai confiance, pourquoi j'ai pas confiance. Quels sont les éléments de mon passé qui m'empêchent d'avoir confiance et pourquoi je ferais pas confiance a priori. Et on peut se souvenir de gens, ça peut être nos parents, nos grands-parents autour de nous qui disent mais non, regarde, il a une sale tête, regarde, il est mal habillé, regarde, ses chaussures sont pas faites, regarde, et plein de trucs complètement délirants qui tendent maintenant à disparaître un peu quand même. Les nouvelles générations sont moins dans le jugement, mais il y a quand même ce délit a priori que l'on accorde aux gens. Est-ce que c'est une excuse pour ne pas accorder la confiance? Est-ce que c'est une excuse pour ne pas exprimer nos peurs? Et je pense que on revient sur un point qui a été dit, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps d'échanger verbalement et comportementalement pour construire la confiance. Et c'est ce que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire en ce moment, on rencontre une espèce de bibite, toute petite bibite invisible, un écho vide qui réveille nos plus grandes peurs comme nos plus grands rêves aussi, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que même si en ce moment on est dans un chaos avec la COVID, il y a aussi des mobilisations de gens qui rêvent à un avenir meilleur aussi et qui peut être une occasion de se mettre à rêver un avenir meilleur, pas seulement céder à la peur. Mais donc, en ce moment, on n'a pas le langage. On a un langage très technique en ce moment. On parle du COVID uniquement en termes de nombre de morts, Mais je pense que moi, je voulais faire un lien avec, c'est-à-dire rencontrer le COVID, cette petite bibite-là, c'est comme rencontrer ça. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce que ça nous dit. Et... Oui, vas-y, Véronique. Encore une fois, pardon d'intervenir encore. Non. Je crois que on a tous été plus ou moins élevés en nous apprenant le manque de confiance. On nous a appris à nous méfier. C'est aussi le rôle peut-être de l'éducation. Et ça m'évoque le fait que pour moi, à un moment, la confiance, c'est une question de choix. Clairement, on choisit d'être en confiance. C'est pas, comme tu disais, Didier, c'est pas un problème de naïveté. Oui, tout à fait. Et ça se relie d'ailleurs complètement à l'amour, c'est choisir de faire confiance. Et par rapport à la Covid, on peut choisir de ne pas vivre et d'avoir peur et de ne pas faire confiance et de se cacher, mais on peut aussi choisir d'avoir confiance malgré le chaos ambiant. Donc, je pense que c'est vraiment une attitude de choix pour moi. Maryse dit s'abandonner. Je vais revenir, si vous me le permettez, sur la naïveté. Alors moi, personnellement, j'ai été élevé avec beaucoup de confiance. Et je suis un naïf, ou comme certains l'appellent parfois aussi, un bisounours né. Et j'aime bien. Et je l'assume. Et très concrètement, je trouve que la naïveté, au moins, ne nous encombre pas de toutes les protections qu'on voudrait avoir.
Donc on a cette naïveté qui finalement nous était donnée dès l'enfance, hein, que l'on a acceptée naturellement. Et aujourd'hui, avec tous les savoirs que l'on a, on se crée des peurs, des protections. On est un peu à l'identité de l'oignon. C'est-à-dire qu'on s'est tellement mis de pelure dessus que la dernière est tellement solide qu'on n'arrive plus finalement à l'enlever. Et quand on enlève cette première couche et qu'on arrive finalement à retrouver l'émotion qui peut nous faire pleurer à l'image de l'oignon, je trouve qu'au moins, redonner sens à sa naïveté première n'est pas un non-sens en soi. Au contraire, c'est justement permettre cette perméabilité que l'on devrait avoir. Dans le mot naïf, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Jean-Ange, moi, dans cette notion de naïveté, il y a cette notion de curiosité. C'est-à-dire que moi, j'ai un côté naïf, je suis ouvert à plein d'informations, plein de trucs différents. Alors, ce qui n'empêche pas, évidemment, de trier, d'analyser, d'écouter, de comparer, confronter, etc., etc. Mais au moins, ça ouvre des portes et on peut découvrir des choses et des gens, surtout, qui sont particulièrement enrichissants et qui vont, à eux, nous donner leur confiance. Et c'est, je crois, en découvrant que des gens que nous n'attendions pas, qui sont très différents, qui nous font confiance, et puis parfois des grandes confiances, comme ça, a priori, on doit se poser la question et de se dire, mais pourquoi moi je ne ferais pas confiance de la même façon? Et non pas se dire, oh, je suis quelqu'un de tellement extraordinaire que c'est normal qu'il me fasse confiance. Et c'est que ça amène justement ce qu'on disait que par rapport à la notion de choix, faire confiance, c'est une action. Il y a quelque chose de l'ordre du choix avec la confiance. Il y a quelque chose de l'ordre de la discipline de vie. C'est un choix de voir les possibilités plutôt que les obstacles. Et puis aussi, on en a parlé lorsqu'on a préparé cette émission, c'est de se dire, est-ce que je veux avoir confiance ou être en confiance? Voilà. Et ce n'est pas la même démarche. Là, j'aimerais vous entendre, vous écouter. Qu'est-ce que vous faites pour être en confiance? Alors moi, pour être en confiance, le besoin, ce qui est vraiment essentiel pour moi, c'est vraiment de partager avec l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui, quand je partage, il y a une certaine ouverture qui se fait. Et j'ai l'impression même d'enlever certaines couches, comme on parlait avant, là. Donc, ouais, c'est un besoin en tout cas. C'est intéressant ce que vous apportez. Parce que dans le cerveau, pourquoi les émotions négatives sont plus fortes que les émotions positives? Puis on va s'entendre, là. Une émotion négative me dit que mon besoin est négativement satisfait. Il n'y a pas d'émotion négative dans la nature. Ce n'est pas négatif en soi. Quand j'ai peur, ma peur m'informe que mon besoin de sécurité est négativement satisfait. Mais vous, ce que vous apportez, c'est une dimension supplémentaire que je trouve extrêmement intéressante. C'est lorsque j'ai peur, je n'ai pas seulement besoin de me rassurer. Lorsque j'ai peur, j'ai aussi besoin de connecter à l'autre. Et merci pour votre ouverture, parce que si on ne fait pas ça, on ne fait que protéger son petit territoire, son petit nombril. Il y a une autre dimension également qui est celui de comprendre, de mettre du sens. Oui. Parce que c'est ce qui permet souvent de sortir de la peur, justement, de la dépasser. Il faut d'abord l'identifier. D'ailleurs, ça devrait être une discipline olympique, ça, la création de sens. On fait beaucoup de la création de sens. Il devrait même avoir des ministères, le ministère du sens dans les gouvernements, le ministère de l'imagination. Il y a une création au niveau du sens qui est nécessaire. Le sens, ça ne vient pas comme ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé les synchronicités, les hasards nécessaires. Bon, souvent, on entend toutes sortes de choses là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'abord une intention de sens plus grand que nous qui nous rejoint, mais on doit prendre la relève, puis un peu comme la poésie, faire en sorte que la poésie de la vie soit relié à notre propre individualité. Donc, le sens, c'est un besoin collectif qui doit être répondu personnellement aussi. Il y a un double niveau. Mais je crois que la question du sens est fondamentale aussi. Oui, c'est fondamental. Et merci d'avoir ouvert la porte du sens, ou le sens de la porte. Véronique, ou la porte dans le bon sens, je ne sais pas. Mais je pense qu'effectivement, nous sommes à un moment ou du fait d'un choc ou d'un traumatisme individuel ou collectif, et puis surtout d'une communication qui est complètement hémisphère gauche. Donc, de ce fait, quand on le sait, je peux vous mettre le dessin que j'ai créé il y a plus de 20 ans avec mon ami neurologue sur le premier livre que j'avais écrit sur les richesses économiques du cerveau, c'est pour expliquer que plus on a un discours rationnel, plus on développe
des certitudes, des fausses croyances, du stress, de l'angoisse, des doutes, etc., etc. Et en plus, c'est l'hémisphère droit, c'est-à-dire l'hémisphère de l'émotion, l'hémisphère de l'intuition, l'hémisphère de la créativité, qui en fait est un hémisphère d'action, de déclenchement de l'action. C'est un dessin métaphorique que nous avions créé à l'époque. C'était en 97 et on s'est aperçu qu'on avait un petit peu d'avance en relisant notre livre dernièrement. Et en fait, c'est juste pour... je pourrais vous l'envoyer si ça vous aide, parce que c'est une vraie carte, j'allais dire une carte de circulation au niveau psychoneurologique. Plus je nourris l'hémisphère gauche, plus je développe de l'anxiété, de la rigueur, cette notion de pouvoir, plus je fige les choses. Alors, plus je nourris les hémisphères droits, évidemment, je peux partir dans le rêve, l'imaginaire, l'action dans tous les sens, etc. Et dans le processus d'individuation que Jung décrit très très bien, en fait, c'est la mise en relation des deux hémisphères qui enclenche justement le fait d'avoir son propre jugement, sa propre compréhension des choses, sa créativité face à des situations difficiles, etc., etc. Donc, en fait, la création de sens, si on reprend les travaux de, comment il s'appelle, Viktor Frankl sur la logothérapie, je crois que c'est en ce moment, effectivement, ce qui manque totalement, c'est le fait qu'il y ait du sens pour que les gens puissent recréer, redévelopper leur confiance. Et c'est très lié au langage. C'est très lié au langage. Un langage qui intègre les deux hémisphères. On revient sur cette notion de mythe, de mythologie, du langage, de création d'une histoire positive, sans tomber non plus dans l'absurde ou l'irréaliste. Et là, je crois qu'on a un travail à proposer, des discours à créer, parce qu'en toutes circonstances, il y a des gens qui sont, grâce à leur discours, porteurs d'espoir. Et j'ai remarqué que ces gens-là ont une qualité très particulière, c'est qu'ils savent capter le champ sémantique des autres et ils savent toucher le cœur des autres pour créer du sens et rééquilibrer justement ce fonctionnement psychoneurologique avec des mots, mais ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des comportements, c'est un timbre de voix, c'est une fréquence. Et je crois que toute cette confiance, elle repose sur un certain nombre de paramètres. Et à la base, vraiment, le sens, pour moi, c'est fondamental, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens n'ont plus de sens. Enfin, il y a un nombre de suicides chez les adolescents en ce moment qui est hallucinant. Il y a les cabinets de psychiatrie et les services de psychiatrie dans les hôpitaux sont pleins à craquer. Donc, il y a bien cette notion de recréer du sens, de recréer de la confiance, de recréer du positif. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes là, Jean-François ? Je vois les gens qui rient, là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça? 2001. Ouais. C'est la situation du monde actuel? On peut être en 2001 et en 2020. Ouais. On fait juste remplacer le monolithe, parce qu'initialement, c'était le monolithe, et on met un iPhone. Moi, je crois que le problème du sens, c'est qu'on est phagocyté par un certain nombre de systèmes qui nous vendent du sens ou qui nous donnent du sens. Moi, je pense qu'un des enjeux de la création de sens, c'est de pouvoir utiliser ces nouveaux jouets, ces nouveaux outils, non pas comme des singes, mais comme des êtres évolués spirituels. Moi, je crois beaucoup à la création de sens avec le virtuel, avec la technologie. Le problème, ce n'est pas la technologie. Mais je crois qu'un des problèmes du sens, c'est qu'en ce moment, on est phagocyté par le sens technologique ou le sens qui est très alléchant. C'est très alléchant, toutes les possibilités qu'on a dans le virtuel et dans la... Mais donc, pour aller un peu dans le sens de ce que tu disais, un équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche, ça va passer, selon moi, par une réappropriation des jouets technologiques et de l'univers virtuel ou du nouveau monde virtuel, parce qu'on est comme dans un nouveau monde avec le virtuel. En ce moment, on a une chance inouïe. On est là ensemble, on est 11-12, on est 12 en ce moment ici. On est chacun chez soi et on peut créer un lien de confiance en ce moment. On le crée, ce lien-là, en ce moment, avec la technologie. Mais il y a tout un pan de l'humanité en ce moment qui se sert aussi du même outil qui nous permet de nous relier en ce moment pour nous diviser. Oui, parce que ces outils-là, en fait, ils nous laissent croire qu'ils nous ouvrent des portes vers des possibles. Tu vois, la porte ici, regarde, il y a une porte, là, puis il y a 3 singes d'un bord, puis 2 singes de l'autre. Ça en est une porte, ça.
Mais en fait, c'est à nous de transformer cet espace virtuel en un centre de créativité, c'est-à-dire non pas simplement gober l'information, mais créer de l'information qui à l'intérieur de cet espace virtuel. Oui, créer. Puis ça, j'aime beaucoup le cinéma, là, vous le savez. Si vous avez vu le film Ready Player One de Steven Spielberg, il pose cette question. Il pose cette question dans un monde, on est en 2040, quelque chose comme ça, 2045, et puis il y a une grande crise. Et puis il y a quelqu'un qui crée une espèce de jeu vidéo, l'Oasis. Et là, tout le monde se réfugie dans l'Oasis et il y a 3 clés à trouver, plus un œuf à trouver. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a aidé les gens, puis c'est la quête du Graal là-dedans qui est cachée un peu, mais ce qu'il a fait dans ce film-là, puis je trouve que Spielberg a catché, c'est-à-dire il a capté quelque chose, il a dit « Utilisons le virtuel aussi pour mobiliser le sens ». Et ce film montre un parcours d'individuation pour pouvoir retrouver du sens avec la technologie. Et donc, quelque chose de très archétypique, là, 3 clés plus l'œuf. Le 4, on n'entrera pas dans les détails, mais c'est très, très important chez Jung par rapport à l'individuation. Mais donc, il y a lieu de créer des mythes, de créer une nouvelle mythologie avec nos espaces virtuels pour justement mobiliser l'énergie du sens, mobiliser l'imagination, mobiliser la curiosité à un niveau plus haut que la peur de l'autre. À mon avis, il faut qu'on apprenne à se servir de tous ces nouveaux outils parce qu'on les utilise très mal en ce moment. Il y a un phénomène d'infobésité qui est insupportable. Ouais. On est en permanence agressé, où on communique sur des niveaux de superficialité, rubrique chien écrasé, qui n'a aucun intérêt si ce n'est d'entretenir des peurs et des mythes inutilement. Voilà. Il faut qu'on apprenne à le maîtriser et pour l'instant, c'est un objet de loisir et c'est pas un objet de sens pour moi. Oui, tout à fait. Mais je te rejoins complètement là-dessus parce que tu vois, dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir un article dans Forbes que j'ai mis sur LinkedIn et j'ai eu 5200 ou 5300 likes alors que ça n'apporte pas grand-chose par rapport à mon profil qui est sur LinkedIn. Et alors que quand je mets un dossier de fond avec des analyses, des études et des réponses, j'ai 180, 200 ou 300 likes, gros maximum. Donc, c'est exactement ça. Mais l'énergie du like, Didier, l'énergie du like. Moi, je m'amuse avec l'énergie du like. Moi, j'essaie d'avoir le moins de likes possible. Aller complètement de l'autre bord. Parce qu'on parle de l'énergie de la confiance. Est-ce que le like est une mesure de confiance dans les réseaux sociaux? Parce que like, on peut le voir à plusieurs niveaux. Like, c'est j'aime, mais like, c'est je suis comme, I am like this. Donc, l'énergie du like, elle est très, très, très sournoise. Oui, je partage assez ce que vient de dire Jean-François. Je pense que ce qui est le plus important, ce sont les commentaires, c'est les vrais échanges. Voilà. Ce que les gens ont à dire sur quelque chose. Voilà. Et non pas je like comme tout le monde, parce que là, on s'inscrit dans le désert mimétique de René Girard. René Girard, il a démontré ça de façon absolument avec brio. On est comme des moutons. Quand ça like d'un bar, tout le monde like du même bar. Et donc, effectivement, we are like a gang of moutons là-dedans. Mais c'est ça. Donc, oui, le commentaire, prendre le temps. Moi, j'ai lu quelque chose de toi. Prendre le temps de commenter ce que tu viens de dire. Et là, à ce moment-là, on enrichit notre information ensemble. Voilà, puis je dirais aussi, c'est pas que d'écrire, c'est même dépasser ça, puis oser écrire quelque chose de personnel peut-être à l'autre. Ouais, voilà. Et là, tu t'appropries ton énergie du like. Quand tu personnalises ta présence dans l'univers virtuel. Ben, tout le film Ready Player One, c'est un peu ça. En gros, c'est on vient dans l'oasis pour savoir ce qu'on peut faire et on reste pour savoir ce qu'on peut être. Donc ça, ce rapport entre le virtus, le virtuel, c'est la possibilité de faire quelque chose. J'ai des outils qui me permettent de faire une foule de choses, mais qu'est-ce qui est moi? C'est qui que je suis, moi? Un truc qui me dérange quand même là-dedans, c'est le côté volatile de ce setup virtuel. C'est extrêmement volatile. Je rejoins Didier sur... dès que je fais un post où je m'exclame un peu sur des absurdités, il m'est arrivé d'avoir 12 000, 15 000 likes, et il y a un truc de fond, et j'en ai 30, quoi. Voilà. Bienvenue dans le club. Moi, je ne dépasse jamais 10 likes. Moi, dans mes affaires. On ne publie pas pendant l'été. Et paf, mais voyez-vous, on commence à... On essaie de, mais on ne connaît pas encore ce jouet-là. Mais il y a lieu de s'amuser. Comme moi, j'aime ça cacher un paquet d'affaires.
l'Internet peut être une forêt magique où on cache des petits trésors. Oui, mais en même temps, ce qui me dérange beaucoup, c'est cette volatilité. Pardon. On ne peut pas se définir. Vous parliez de l'oasis dans lequel on arrive pour savoir ce qu'on vaut et finalement on reste pour savoir ce qu'on est. Si on se définit dans ce qu'on est par rapport au virtuel, c'est forcément source de désillusion et donc de méfiance derrière. Je pense que la relation humaine, elle est sur autre chose. Ah, superbe. Et là, vous posez la question du lien entre la confiance et l'identité. Je reviens au sujet, tant qu'à faire. Ah, mais non, mais merci, parce que là, vous posez vraiment là, une des grandes questions par rapport à la confiance, c'est quand je m'identifie trop à mes possessions, quand je m'identifie trop à mes croyances, l'autre, j'essaie de lui vendre mon kit de développement de qui je suis et je ne suis pas ouvert à l'autre. La plupart du temps, on interagit dans « moi, je veux te vendre ce que je suis » parce que plus je te vends ce que je suis, plus j'ai de la valeur. Et donc, il y a ce lien entre confiance et identité qui est tout à fait, là, écoute, il faudrait presque en faire un autre webinaire sur le lien entre identité et confiance dans le virtuel. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut faire la prochaine avec Didier. On veut ouvrir sur le rapport avec le virtuel. Et ça, c'est des questions qu'on doit revenir. C'est fondamental, selon moi. Mais il est vrai que quand on échange des commentaires, quand on regarde le profil, qu'on échange des commentaires, que ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, qu'on revient dessus, etc., on finit par capter l'autre et ressentir si effectivement on peut rentrer en communication avec et si effectivement il y a un lien à créer. Alors, qu'est-ce qui va en... alors, par contre, je trouve que ce qui est intéressant, c'est dans ce côté virtuel, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qui peut ressortir de ce contact. Parce que quand on reçoit des messages du style « j'ai la potion magique pour te multiplier ton chiffre d'affaires par 3, par 10 ». Est-ce que tu t'es demandé si j'avais envie de faire ça avant? Ah ben, alors tu sais que je suis un peu confrontant dans ma façon d'être. Et donc, je dis aux gens « oui, et qu'est-ce que vous proposez ?» Parce que j'aime bien évidemment sonder et puis j'espère toujours que mes réflexions feront évoluer les gens. Et évidemment, les gens rentrent d'entrée de jeu en disant je vous propose un kit de formation à 1000, 2000, 3000 euros, etc., etc., etc. Et je leur dis c'est bien dommage parce que vous pourriez devenir, si votre méthode est géniale, vous pourriez devenir millionnaire. Alors, du coup, ils s'arrêtent parce qu'évidemment, sa démarche, elle n'est que par rapport au fait de s'enrichir matériellement. Et je lui dis oui, parce que si vous me développez mon chiffre d'affaires et que je vous donne 20-25% sur l'intégralité de mon chiffre d'affaires, ça va vous rapporter 10 fois plus, 20 fois plus que les 2000 euros que vous me demandez. Donc, moi, je veux bien travailler avec vous, mais je veux vous enrichir. Donc, travaillons au pourcentage. Et là, les gens disparaissent. Et c'est, selon moi, je pense essentiel que ceux-là disparaissent pour que d'autres apparaissent. Parce que je pense qu'il y a un processus de sélection naturelle qui se fait dans le virtuel. En tout cas, moi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent absolument pas ce que je fais dans le monde virtuel parce que je suis une espèce de théâtre ambulant. Merci Didier de m'avoir contacté parce que je pense que toi, tu as vu qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre en dessous. Mais moi, je joue volontairement sur cette dimension-là. Et je crois qu'il y a lieu de s'arrêter sur qu'est-ce qui est une richesse sur Internet, qu'est-ce qui a de la valeur sur Internet? Et d'ailleurs, quels sont les éléments qui vont déclencher la confiance? Oui, exactement, qui vont déclencher de la confiance et de la valeur. Je vais essayer OK. Cette question-là, comment déterminez-vous ce qui a de la valeur ou pas dans votre planète, sur votre planète, dans vos relations? Parce que la notion de confiance et de valeur, c'est assez proche. Qu'est-ce qui détermine qu'il y a de la valeur dans nos relations? En ce moment, moi, je veux vous dire merci en ce moment. Là, ça, là, moi, ce que je vis avec vous, là, ça vaut de l'or et c'est de l'or. Ça, là, c'est pour ça. Moi, Internet, là, c'est pour ça. C'est pour ce qu'on est en train de vivre là. Et donc, merci. Parce que moi, pour moi, ouais, vas-y. Je pense que des moments comme ceux que nous créons, parce que vous pouvez vous aussi en créer sur d'autres thèmes, où on peut peut-être se mettre ensemble pour en créer sur d'autres thèmes et puis continuer. Je pense que c'est indispensable pour nos cerveaux de s'ouvrir à des réflexions, de créer des connexions. Je pense que peut-être pas ce soir, mais peut-être demain ou dans un mois, ça peut déclencher de la créativité. Et très souvent, quand on forme des managers ou on forme des patrons,
Moi, ça m'est arrivé de les emmener dans des églises, de les emmener dans des synagogues, de les emmener à droite, à gauche, de réfléchir, de penser à autre chose, de parler d'autres choses, et puis de revenir sur le sujet 48 heures après. Et là, ils sont bien, ils sont détendus parce que le lien qu'on a créé ensemble autour d'autres sujets que les sujets de matérialité, de résultats, de performance, ce lien étant tellement fort, on va enfin pouvoir construire quelque chose. On va enfin pouvoir créer quelque chose. Et je pense que cette dimension de philosophie, cette dimension de spiritualité, elle est fondamentale pour permettre aux gens de recréer du sens et de la confiance. Et il est fondamental, selon moi, de s'arrêter sur la dimension qui est devenue à un moment donné commerciale du développement personnel et de la, tu sais, le truc de fin de semaine. J'ai rien contre ça, mais à un moment donné, moi, ça mine ma confiance. C'est-à-dire, quand quelqu'un m'emmène dans son univers pour me vendre son kit de comment il a fait pour devenir ce qu'il est, moi, ça crée pas de confiance pour moi. Ça crée de la méfiance. Mais j'ai rien contre ça. Mais ma relation à l'autre, j'appelle ça de l'éco-création. On s'éco-crée ensemble. Et j'espère que de plus en plus, on va être curieux de comment on peut créer de la confiance et de la valeur dans des relations qui ne sont pas de type commercial, ou à tout le moins, le moins possible. Il y a quelque chose qu'on voit beaucoup apparaître en ce moment. Pardon. Vas-y. Ouais, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup apparaître en ce moment, c'est la confiance générée par d'autres. C'est-à-dire qu'au niveau du virtuel, la relation de confiance se fait si les pairs ont accrédité cette personne, cette théorie. Ah oui. Donc c'est la confiance partagée qui peut être vraie ou fausse, peu importe. Mais on ne va pas sur un site pour acheter un produit s'il n'y a pas le commentaire d'un tel qui a dit « je l'ai reçu à temps ». C'était de la bonne qualité, ça me va super bien, etc. Et pareil pour le fait finalement de voir beaucoup de likes sur un post, ça veut dire que cette personne est de confiance, elle est suivie, donc elle a une certaine notoriété, donc je peux l'écouter. Il y a tout ce système à la fois moutonneux, je ne sais pas comment on peut dire, moutonnier, et en même temps positif, parce qu'en même temps c'est la force du groupe que d'arriver à créer par solidarité un partage de reconnaissance. Donc, comme partout, il y a les deux aspects qui sont intéressants. Et en même temps, le monde numérique n'est pas un monde qui facilite l'apprentissage de la confiance. C'est-à-dire qu'on a tous les uns et les autres à portée de smartphone ou à portée de visio quelqu'un qui a déjà notre confiance. Moi, j'ai voyagé beaucoup en avion, notamment en Afrique. Quand vous avez déconnecté complètement dans un avion, que les deux personnes à côté de vous, vous ne les connaissez pas, vous êtes obligé de travailler votre capacité à créer de la confiance ou alors quand vous voyagez dans un pays où il n'y a pas de carte, rien du tout, vous êtes obligé d'aller en créer de la confiance. Alors que sinon, vous pouvez appeler un ami qui connaît l'endroit, qui va vous dire où vous êtes. Je pense que le digital ne nous entraîne pas à créer de la confiance parce qu'on peut trouver toujours quelqu'un avec qui se connecter, avec qui on est déjà en confiance. Oui, mais ça, je te rejoins, puisqu'en fait, le digital, c'est un monde d'images et de storytelling. Donc, on crée des histoires et on met des images. Et c'est ce qui fait que, je pense, plus ça va se multiplier et plus le réseau relationnel proche, physique, va reprendre de l'importance. Parce que, tout à fait d'accord. À qui s'adresser il va y avoir un effet systémique dans l'autre sens. Tout à fait. Moi, je travaille beaucoup à ça, recréer des réseaux naturels, comme les abeilles. Moi, j'aime beaucoup les abeilles. Les abeilles, quand elles trouvent une source de nourriture, elles dansent pour appeler leurs amis. Et donc, retrouver la force du réseau naturel, un peu comme les abeilles ou... comme moi, par exemple, des choses que je fais, j'aime beaucoup cacher, j'ai tout un jeu de perles. J'ai caché un peu des perles partout pour justement recréer un lien avec l'espace réel. Moi, j'aime bien cacher mes livres, par exemple. J'ai écrit plusieurs livres et je les cache ou je les offre comme ça pour que les livres ou les objets puissent voyager par des réseaux réels. Et par le hasard. Moi, j'aime beaucoup le hasard des rencontres et donc retrouver l'espèce de confiance au réseau naturel. Je pense qu'il y a un défi là. Pas seulement les réseaux virtuels numériques. Surtout à l'ère des algorithmes. Parce que là, de plus en plus, les algorithmes, ils savent ce que vous voulez, ils vous donnent ce que vous voulez. Alors que l'avantage du monde réel, c'est qu'on rencontre des gens qui ne savent pas ce qu'on veut et on le découvre ensemble. Là, il y a une question de Claire à tout le monde. N'est-ce pas un peu le chat qui se mord par la queue? Mais tu pouvais prendre le micro, Claire, pour exprimer comment est-ce possible de co-créer avec authenticité sans confiance? Et est-ce possible d'avoir confiance si la co-création n'est pas atteinte?
Et Claire, puis-je t'inviter à prendre le micro pour développer? Ah, elle est au travail, ok. Donc, elle nous écoute, mais en même temps, elle est au travail. Ok, je comprends. Alors, tu es pardonné. Mais en fait, moi, j'avais voulu te poser une question. C'est faut-il vraiment co-créer quand nous sommes dans une relation de confiance, ou est-ce qu'on peut être dans une relation de confiance pour le plaisir simple d'être dans une relation de confiance? Puis moi, je pense que sa question, elle soulève la nécessité de sentir qu'on est au même niveau. Il y a toujours un risque lorsque je crois que je suis au-dessus ou en dessous. Et ça, le document audio qu'on vous a envoyé sur le vide, l'entrevue d'Étienne Klein avec la psychiatre, on vous a envoyé ça par courriel, on pourra vous le retourner. Ça me paraissait fondamental, c'est-à-dire pouvoir créer des relations où on sent et on sait qu'on est au même niveau. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Ça, je pense que ça peut... Alors, sous cette forme-là, oui, je suis d'accord que c'est une forme de co-création, effectivement. Ouais. Ou on pourrait dire, parce qu'il y a une différence entre l'ego-création, c'est je me sers de toi pour me créer, ça c'est l'ego-création, ou l'éco-création, où ensemble, dans notre relation, il y a quelque chose qui émerge qui n'était pas là avant. Et ça, moi, c'est tout le travail que j'ai fait sur les synchronicités dans les rencontres, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un génie qui, à un moment donné, sort d'une relation, d'une rencontre qui n'était pas là avant. Et c'est le fait de rencontrer l'altérité, l'inattendu, qui permet à quelque chose de nouveau d'émerger et non pas seulement quelque chose d'ancien de se réchauffer. Et ça, c'est d'autant plus vrai, Jean-François, si en plus on est chacun dans les mêmes dispositions d'apprendre. La curiosité, on revient à la curiosité. Apprendre de l'autre. Tout à fait. Qu'est-ce que l'autre est en capacité de m'apprendre et qui finalement renouvelle un petit peu mon mode de pensée. L'énergie que l'on a parfois, elle est surtout développée par le côté nouveau plutôt que le côté ancien où on reste sur ses propres acquis. Exact. On satisfait son ego négatif. Exact. Et donc, pour dépasser l'ego négatif, pour aller dans l'éco-création, pour aller dans le sens de la question, c'est est-ce que je suis curieux de ce que l'autre peut m'apporter ou si je suis seulement curieux de ce que je peux montrer à l'autre. Et donc, cette ouverture que l'autre... Puis ça, c'est Carl Rogers qui disait ça. Carl Rogers, dans son approche au niveau de l'humanisme, de la psychologie humaniste, il disait « L'autre me fait peur parce que si vraiment je rencontre l'autre, je pourrais changer. Si vraiment, là, j'accepte de rencontrer l'autre, je pourrais changer. » Malheureusement. Mais ouais. Ouais. Et... Claire nous dit, la curiosité nous permet de nous mettre parfois en danger. Oui. Oui, mais je pense qu'il y a des dangers qui ne sont pas mortels. Hein? Et est-ce que c'est de la peur ou de la torpeur? Oh, quelle belle question que tu poses ici. La question du danger qui n'est pas mortel. Ben oui. Un danger qui n'est pas mortel, pour moi, c'est pas un danger. Mais il y a des dangers. Oui, mais il y a un danger qui pourra me faire changer. On revient tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est un enrichissement à ce moment-là. Et c'est mortel pour l'ego. Et c'est mortel pour l'ego. Ah oui, mais ça. La mort de l'ego. Est-ce que vous êtes pour ou contre la mort de l'ego? Non, on a besoin de l'ego quand même. On a besoin d'un minimum d'ego. Mais... Non, c'est l'assertivité, c'est différent. Oui. On va d'abord tuer l'orgueil. Hein. Écoutez, on va entrer dans des meurtres ici, mais je voudrais revenir sur quelque chose qui m'apparaît important. Ce qu'Einstein disait de notre époque. Einstein disait de notre époque qu'elle était qualifiée ou caractérisée par la confusion entre les moyens et les buts. On est dans une époque où la confusion entre les moyens et les buts est ce qui la caractérise essentiellement. Et même, il ajoutait la profusion de moyens. On est une société où on crée de plus en plus de moyens, mais on a une confusion entre les moyens qu'on crée et les buts qu'on recherche. Et je trouve qu'Einstein a été très, très bright à plusieurs niveaux. On vous enverra le lien. Il y a un enregistrement audio d'Einstein où il dit ça. Quand il parle du langage, justement. Il parle dans une entrevue que c'est The Language of Science. Ce qui caractérise notre époque, c'est la confusion entre les moyens et les buts. L'ego, c'est un moyen, c'est pas un but. L'ego, c'est un moyen pour incarner une voix, pour incarner une musique, mais c'est pas l'orchestre. Voilà. C'est une forme d'énergie qu'on met de façon positive ou négative au service, effectivement, d'un objectif. Alors, si c'est l'ego qui s'approprie l'objectif, ça peut être dévoyé. Si c'est l'âme, on peut s'attendre à ce que ce soit un petit peu plus... Donc, l'énergie de l'ego peut se mettre au service de l'âme. Hein. C'est le processus d'individuation.
Et c'est ça qui demande la confiance. Pour revenir à la confiance, parce que dans le fond, la confiance, on pourrait l'avoir à 3 niveaux. C'est-à-dire, j'ai confiance en la vie en moi, j'ai confiance en la vie en l'autre et j'ai confiance en la vie. On peut le voir à plusieurs niveaux. Moi, quand on parle de confiance en soi, moi, je pense que le développement, c'est pas juste d'avoir confiance en soi, c'est d'avoir confiance en la vie en soi, le processus de vie en moi. Et ça, je pense que ça différencie la démesure de l'ego parfois qui... Oui, tout à fait. Et c'est vrai que souvent, les techniques de développement personnel, c'est plus un développement de l'ego que de l'âme. D'ailleurs, et ça, il y a des différences majeures. Hein. Jung, l'approche de Jung, puis pourquoi je suis Jung, je ne peux pas dire que je suis Jungien. On avait posé la question à un moment donné, Jung, avez-vous peur qu'à un moment donné, les gens deviennent Jungiens? Jung avait dit, heureusement, je ne suis pas Jungien. Fait que, je ne dirais pas que je suis Jungien. Mais Jung a un apport quand même qui m'apparaît important, c'est pour lui, la personnalité se développe comme une fleur et non pas se construire comme un building. Et on est dans une industrie où on donne des outils pour se construire une identité qui, parfois, ça peut être utile, outil. Mais si on respecte l'énergie de Jung, pour Jung, il y a quelque chose de naturel, la floraison de la personnalité, ça fleurit de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est une autre approche qui est très différente de dire j'ai des outils pour développer ton building de ta personne. Et là, tu reviens. L'expérience, hein. Il y a la notion d'expérience qui est importante aussi. Exact. Qui fait que la fleur, elle va pousser dans un terreau qui est propre à notre identité. Oui. Pardon, Non, mais je t'en prie. Tu reviens derrière ce que tu viens de dire, Jean-François, c'est que en fait, construire avec des outils et des matériaux, ça fait moins peur que de rentrer en floraison, parce que rentrer en floraison, on dépend des éléments extérieurs. Regardez le dernier printemps qu'on vient de vivre. Le dernier printemps, là, il y en a qui ont fleuri, mais il y en a qui ont pourri. C'est-à-dire le confinement printanier qu'on vient de vivre, là, ça a été un drame pour un nombre inouï de personnes qui étaient incapables de laisser fleurir ce qu'il y avait en dedans d'eux. Puis j'ai rien contre ça, mais je pense que la question du fleurissement renvoie à la question de se rencontrer, effectivement. Et de rencontrer de recréer du lien social, de recréer de la confiance, de recréer du sens pour avoir envie de construire quelque chose ensemble, mais construire beaucoup plus sous l'angle de la floraison que sous l'angle du béton. Et puis, il y a un truc très intéressant aussi dans la floraison, c'est qu'il y a une notion qui est très dangereuse pour certains, qui est la notion de la féminité. Chez l'homme et chez la femme, bien sûr. C'est chez... Non? J'ai rien dit, allez-y. Avec cette notion d'acceptation, d'intuition, de confiance, justement, on y retourne, et d'acceptation et de... il y a une notion de bien commun, il y a une notion, il y a toutes ces notions-là de la sensibilité qui n'est pas toujours acceptée. Et donc, l'intériorité est compliquée à vivre pour certains. Tu viens d'en parler aussi, Didier. C'est compliqué, cette floraison. Il faut accepter ce processus. Et c'est compliqué pour certains. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué ce rapport masculin-féminin. C'est très... Le building est rassurant. Mais le building, c'est l'énergie plus yang, puis la floraison, c'est plus féminin. Et donc, je pense que si on revient à la confiance, je pense qu'inévitablement, on doit revenir à la question du lien de confiance entre le masculin et le féminin dans nos sociétés. Jung appelle ça le hieros gamos. Moi, j'adore tous les recherches de Jung sur le hieros gamos et le mariage sacré. Mais je pense que si on veut revenir à la confiance, c'est d'abord, est-ce que le mariage sacré se fait entre le masculin et le féminin, en dedans de moi, et après ça, dans le monde, à l'extérieur de moi. C'est ça. Oui, alors que pour l'instant, tous les éléments que l'on peut recevoir, des éléments d'information, c'est une opposition et même une guérilla, si ce n'est une guerre, entre le féminin et le masculin, qui est apparemment quand même, parce que je ne suis pas tout à fait dupe, savamment organisée. Parce que c'est le fait de prendre position par rapport au féminin de la part de certains pouvoirs, c'est aussi prendre opposition par rapport au féminin qui peut exister chez certains hommes. Et ça veut dire donc diviser l'individu en son être, tout comme on divise les individus dans leur communauté. Et entre leur cerveau droit et gauche. C'est ça. Voilà. Et donc, il y a l'énergie de la division et l'énergie de la reliance.
Et là, on revient continuellement dans une danse. Il y a des parties de moi qui divisent, puis il y a des parties de moi qui relient. Et ça se fait en dedans de moi, ça. En ce moment, je divise le monde avec des points de séparation et je relie le monde avec des points de jonction. Et il me semble que dans la situation où nous sommes, et puis depuis, j'allais dire depuis l'après-guerre, nous sommes dans une dynamique de division et non pas dans une dynamique d'unification. Et que c'est ce que je suis en train de préparer pour de mémoire, je crois que c'est le 6 ou le 8 octobre, un autre webinaire avec d'autres intervenants, et Jean-François sera là aussi. C'est sur le fait de dire qu'aujourd'hui, si l'entreprise ne rentre pas dans un processus d'unification, dans un processus de confiance, dans un processus d'optimisme, de création de sens, eh bien, elle est en train de se tirer une balle dans le pied, parce que le système fonctionne sur la consommation, mais les gens ne consomment plus parce qu'ils n'ont plus confiance, ils n'ont plus de sens, et ils sont désunifiés. Et si donc l'entreprise ne prend pas les choses en main pour recréer la confiance, recréer une dynamique, recréer des tribus de confiance, on va attendre l'effondrement pour que ça s'opère tranquillement ou violemment, je ne sais pas. Ouais, je fais tout un travail aussi sur, tu sais, avec Henri sur les valeurs, sur la valeur et les valeurs. Et c'est créer effectivement ces communautés qu'on appelle nous communautés de valeurs, où en fait tu t'assembles avec les gens qui ont les mêmes valeurs que toi, et le numérique le permet parce qu'il dépasse la frontière géographique et la frontière physique. Et c'est d'arriver à se choisir les gens avec qui on a envie aussi de créer des choses avec des valeurs partagées. Et ça devient puissant parce qu'il n'y a plus de limite, quoi. Enfin, la seule limite, c'est celle de la langue, parce que c'est pour communiquer, mais c'est tout. Il n'y a plus de frontières géographiques. Ouais, et encore, parce que moi, j'ai pour avoir pas mal voyagé dans des pays, notamment... Bon, il y a très longtemps, mais à Hong Kong, où en matière de langue, mon anglais était tout à fait balbutiant et je ne parlais pas chinois. C'est très drôle parce qu'on rencontre des gens, et puis par le regard, par le fait d'être à une table différente en train de manger, il y a une espèce d'énergie ou de sensibilité qui passe. On aurait envie de pouvoir échanger et de se raconter nos vies, nos histoires. Même pas dans un but de construire, de faire du business ou de quoi que ce soit, il y a quelque chose qui se passe. Et un peu comme une confiance implicite pour aller discuter avec l'autre, pour aller échanger avec l'autre. Je voulais aussi remercier Véronique pour ce qu'elle vient de dire, parce que ça me touche énormément, parce que c'est aussi ce que j'ai pu remarquer, et c'est vraiment quelque chose qui a été un révélateur pour moi. C'est vraiment comme tu as dit, c'est de se connecter avec les gens qui partagent ces mêmes valeurs qui sont en nous, en fait. Et je trouve ça juste magnifique. En tout cas, merci. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Véronique, puisque on travaille ensemble sur un autre groupe, justement, sur tout ce qui concerne les tribus de valeurs, je pense que c'est une tendance très très lourde de plus en plus. Et c'est justement, j'allais dire, l'écran d'Internet nous empêche très souvent de pouvoir connaître les valeurs de l'autre. Il faut du temps pour discuter, pour échanger, pour voir surtout les comportements. Parce qu'une valeur, c'est un comportement, donc il faut du temps pour pouvoir comprendre l'autre et savoir si je vais m'engager à faire quelque chose ou même pas à faire, juste à échanger. Et je trouve que ça prend... On nous présente ça comme un outil pour faire du business, mais personnellement, je trouve que c'est un outil. Oui, ça augmente le nombre de contacts, et encore, on est en contact avec 1% des gens qui sont dans notre réseau, mais je trouve que ça ralentit. Tant qu'on ne s'est pas téléphoné ou qu'on ne s'est pas rencontré, il y a quelque chose qui n'est pas construit. Et je peux dire que très souvent, selon les pays où je me trouve, j'envoie des messages en disant, parce qu'on a échangé des commentaires, parce qu'il semblerait qu'on puisse avoir des affinités, je dis je serai à tel endroit, tu habites à côté, si tu veux, on prend un café et tout. Le passage à l'action ne se fait pas. C'est vrai. Merci Lydie. Pourquoi le passage à l'action ne se fait pas, c'est ça aussi? Ça reste superficiel. Parce que je pense que, si on revient sur la notion de confiance, je pense que la personne, peut-être que
entre l'image que la personne a envoyée et la réalité, il a créé un décalage. Ou peut-être qu'il n'a pas confiance en lui. Ou peut-être que l'image que j'ai envoyée lui semble telle que ça lui fait peur. Il y a tellement de paramètres. Mais on n'en discute pas. Ouais. Mais il y a des paramètres, mais je pense que si on revient à l'énergie de la confiance, donc la confiance comme une énergie, il y a l'énergie de la confiance qui va s'ouvrir à l'autre, qui va créer du lien, puis il y a l'énergie de la confiance qui va se retourner vers une protection. Et moi, c'est un peu comme ça. Pourquoi tout à l'heure, j'ai commencé l'intervention en parlant de la peur qui était mettre sa confiance dans quelque chose que je ne désire pas. C'est que selon moi, il y a un lien très intime entre la peur et le désir. C'est la même énergie, mais qui ne va pas dans le même sens. Et donc, je pense qu'on est une société en ce moment qui est écrasée par le poids de la peur. La gravité de la peur exerce une force de gravité qui écrase, mais en même temps, elle crée des espaces de désir pour quelque chose de nouveau. Et donc, de jouer entre l'énergie de peur qui m'amène à protéger que ce que je connais et l'énergie du désir qui m'amène à aller vers l'autre, vers l'inconnu. Et je pense qu'on est à une époque charnière pour justement se demander qu'est-ce qu'on désire vraiment. Et moi, c'est un peu vers ça aussi que j'ai envie d'aller par rapport à la confiance. C'est qu'est-ce que je désire vraiment, moi? C'est quoi à quoi je rêve, moi? Et je pense que... Hein? Ouais. Oui. Dans désir, il y a sidéral, hein? Ben, c'est l'étoile. Pour ça, j'ai commencé avec une étoile tout à l'heure. Vous m'avez vu, mon obsession pour les étoiles. Mais oui, c'est ça. C'est l'étoile. C'est l'énergie des étoiles. Pour moi, le désir, c'est l'énergie qui s'approche le plus de celle qui est dans le cœur des étoiles. Mais le désir, comme Spinoza le disait, l'énergie du désir comme étant ce qui pousse à exister. Pas l'énergie du désir à la consommation, là. Mais c'est vraiment ce qui pousse à exister, faire exister. C'est l'énergie des étoiles, le désir. Et peut-être que la peur, c'est l'énergie des trous noirs. Mais bon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Jean-François, il faut que je vous envoie ce que j'ai écrit, parce que j'ai écrit là-dessus. Vraiment. Ah, voilà. Super. Ben, oui. Moi, je suis vraiment... La notion du désir et de chercher des étoiles qui nous dépassent, c'est fondamental aujourd'hui pour ne pas tomber dans les trous noirs de la peur. Tout à fait. Mais je vais vous lire avec grand plaisir. Alors, on aimerait aussi entendre tous ceux... Alors, bon, Claire est pardonnée parce qu'elle est au travail, mais Emma, Jean-Christ, Virginie, est-ce que vous avez, au fond de vous, des expressions, des envies d'échanger, des émotions ou peut-être des situations vécues que vous voudriez partager là-dessus? Alors, lâchez-vous. Que je peux partager une histoire qui m'est arrivée. Alors, tout est lié au désir et à la confiance, en fait. Donc, moi, je suis en France depuis 4 ans. Et ce qui m'a amené en France, ça a été le désir de faire une installation à Bordeaux, sur le miroir d'eau. Alors, pour qui connaît ou pour qui ne connaît pas Bordeaux, à Bordeaux, il y a un miroir d'eau. C'est une place. On peut se balader. Et puis, il y a 2 centimètres d'eau. C'est vraiment un miroir d'eau. Le fontaniste qui a développé ça, il s'est inspiré de Venise, de l'eau quand il y a la plage à Venise. Et je me suis installée à Bordeaux pour arriver à faire une installation pour déposer des milliers de bateaux, petits bateaux en papier. Et voilà. Du coup, j'arrive à Bordeaux, je ne connaissais personne et je me disais, mais il faut que je trouve bien quelqu'un qui me donne la permission de faire ça parce que je ne peux pas arriver à déposer les bateaux comme ça. J'avais peur d'être arrêtée. Et alors là, ça faisait 3 mois que j'étais sur Bordeaux et j'avais rencontré personne. Alors, j'avais peur, j'étais... un copain à moi vient me rencontrer et le soir, alors lui, il avait Tinder. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Tinder. Alors je le vois, le soir même, mon copain, mon ami, il est parti, il est sorti avec quelqu'un d'autre. Non, même je lui dis, toi t'arrives, ça fait 2 heures que tu es là, tu as déjà rencontré quelqu'un. Moi, je suis là depuis 3 mois, je connais personne. Je me fais Tinder. Première fois que je me fais Tinder, j'ai fait un match avec Tinder et j'ai fait confiance à ce mec.
Je me dis, mince, j'avais tellement peur. Je me rappelle, quand j'étais en train d'aller chez lui à vélo, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais, Alice? Mais t'es folle. Alors, j'avais même appelé ma copine en Italie parce que je lui ai dit, si jamais il m'arrive quelque chose, tu sais que je suis chez lui. Bon, bref, j'ai rencontré ce garçon et en fait, grâce à lui, je suis arrivée à faire l'installation 7 mois d'après sur le miroir d'eau. En fait, l'installation, j'ai voulu l'appeler le miroir de désir. En fait, j'ai pas eu la permission de l'appeler le miroir de désir parce que désir, c'est pas un mot qu'il faut dire. Eh bien, on va le révolutionner, ce mot. Non, mais ça m'a choqué. Parce que pour moi, c'était lo specchio. Alors, en italien, c'était lo specchio dei desideri. Alors, ils m'ont permis de faire ça, mais j'ai dû changer le nom. Mais voilà, le sens, c'était vraiment le miroir de désir. Wow. En fait, dans chaque bateau, je demandais aux personnes qui m'ont aidé d'écrire un désir. Pour moi, c'était un désir qui devenait réalité. Wow. Et comment est-ce que ça s'est arrivé? J'ai fait confiance à cet inconnu sur Tinder. Et voilà, et tout ça, ça m'a permis la coïncidence, la synchronicité. Wow. Ça m'a permis Super. Merci, Alice. C'est d'une poésie infinie ce que vous avez apporté. Merci beaucoup. Tu as ouvert la porte de la peur sur la chambre de la confiance. Oh là, ouais! Et voilà. Une chambre remplie de miroirs de désir. Wow. C'était magnifique. Vous voyez comment l'énergie change quand on se réapproprie son désir. Hein? Ouais. Et pour moi, voilà, c'était un désir. Je me suis dit, parce qu'en fait, je suis partie. Les gens, quand j'ai raconté, qu'est-ce que tu vas faire en France? Je vais réaliser mon désir. De mettre des bateaux sur le port. Et voilà. Est-ce que c'est vous tout à l'heure, Alice, qui voyait une voile? Qui voyait une voile dans le... Oui. C'est vous? C'est moi. La voile. Je la remets si ça... Voilà. C'est la voile du bateau. La voile du bateau. Je vous ai dit que j'ai eu des expériences, plein d'expériences avec les bateaux et les désirs. Voilà. Wow. Ça remet de la synchronicité dont vous parliez tout à l'heure. Ah, on est dans l'énergie de la synchronicité. On est en plein dedans. Et, ouais, mais en fait, quand j'ai découvert le livre de Jean-François, je me suis dit, mais mince, c'est le livre qu'il fallait lire avant que je fasse ça. Non, il ne faut pas lire avant. Il faut vivre avant. Moi, je veux dire, vivez avant puis lisez après. Est-ce que ça veut dire qu'en faisant confiance, on crée des synchronicités? Ah, la création des synchronicités. Je me bats. Là, j'ai tout un mouvement. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais plus de conférences en France. Là, je suis un peu balayé de partout. Les gens me... En tout cas, écoutez, la création de la synchronicité, ça doit rester... On la provoque. On va retirer le mot. Exactement. C'est-à-dire, le mot création, parce que ça devient une espèce d'industrie. Là. Il y a toute une industrie en France. Là, on crée nos synchronicités en plastique. Et puis bon, en tout cas, bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit être méfiant. Méfiant. Il y a une énergie de création du vivant qui, lorsqu'elle est appropriée par l'ego, devient artificielle. Et donc, l'énergie de création de vie, dans le fond, la synchronicité, elle émerge quand la vie, elle s'endort, quand on n'est plus vivant. Et donc, de rester en contact avec cette énergie créatrice qui nous dépasse, un peu comme la poésie, ça m'apparaît fondamental, et non pas en faire un outil. Le piège de la synchronicité aujourd'hui, c'est d'en faire un outil, comme on fait des outils avec n'importe quoi. Et donc, bien sûr, l'intuition, la capacité de voir avant la courbe, la curiosité, tout ça fait partie. L'intuition, la curiosité, l'ouverture, accepter d'être déstabilisé, tout ça fait partie de la synchronicité. Mais quand vient le temps de créer ces synchronicités, moi, c'est là que je débarque parce que ça devient un peu comme tout à l'heure, construire, building et tout ça. Moi, ça fait un peu trop cerveau gauche pour moi. Voilà. Mais bon, c'est une opinion. Virginie, est-ce que tu veux prendre la parole? Si je peux juste dire la dernière chose. Oui, Alice, vas-y. Oui. Les organisateurs, ils me demandaient, mais selon toi, mais qu'est-ce que ça va donner? Voilà l'énergie de la synchronicité. Qu'est-ce que ça va donner? Rien.
c'est excellent. Non, mais je ne comprenais pas la question. Les gens me voulaient Ils m'ont fait confiance d'ailleurs, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Un monsieur de la mairie fait confiance, mais il me demandait, et plusieurs fois il m'a demandé ça. Qu'est-ce que ça va donner? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce que ça va donner? On va poser des bateaux, je ne peux pas prévoir comment est-ce qu'ils vont ça va donner? Quelle belle question. Qu'est-ce que ça va donner? Comme si ça venait de l'extérieur. Hein, c'est ça. Ou à quoi ça sert aussi, qui est pas mal. À quoi ça sert? Oui. J'aime bien. À quoi ça sert? Moi, j'aimerais t'entendre, Virginie. Mets ton micro, là. Alors, Virginie, on se connaît depuis, je ne sais plus, 5-6 ans? Quelque chose comme ça, je crois, quelque chose de ce genre. Oui, c'est ça. Virginie est à Granville. Ouais, auprès du Mont-Saint-Michel, en France. Que dire? En fait, je me retrouve un peu aussi dans le chapitre d'Alice, où moi, il fut un moment où j'ai changé radicalement de vie. Je me suis séparée de mon conjoint et je suis partie avec mes valises et ma fille sans rien, à 1000 kilomètres. Et j'étais hébergée chez une copine. Et cette histoire de confiance, c'est OK, j'ai peur. Je le sens. Et en même temps, il y avait tout un paramètre de choses qui s'ouvraient à moi, de rencontres inattendues, puisque je ne connaissais pas là où j'étais. Je suis partie dans le sud, je ne connaissais personne, à part cet ami qui me logeait dans un premier temps. Et en fait, tout s'est découlé rapidement, où j'ai pu avoir un logement, reprendre mes études d'éduc, me former. Et quand j'ai fait mon travail sur moi, j'ai rencontré des gens vraiment d'une telle qualité et tous les champs se sont ouverts. Et en fait, ma vie, elle est comme ça. Donc, à un moment donné, quand je sens que je veux transformer quelque chose, évidemment, j'ai ce côté oui, mais est-ce que c'est bien, enfin voilà, l'auto-saboteur, là. Et puis, de l'autre côté, je me dis, mais j'ai déjà expérimenté cet élan de confiance. Donc, je sème mes graines et on va voir. Et en fin de compte, je rencontre toujours des gens de qualité et mes projets avancent comme ça, en fait. Donc, c'est un juste équilibre entre tout ça. C'est d'entendre, oui, il peut y avoir une peur, donc il faut faire peut-être attention à certaines choses, sans pour autant s'agripper dessus et s'auto-limiter. Et puis, d'aller à la rencontre. Et moi, je pense que, sincèrement, même la rencontre avec c'était rigolo parce que j'étais dans le sud, je m'étais fait un périple voiture et tout ça. Je suis tombée en panne de voiture. Je suis arrivée à point d'heure. On avait plus de 3 heures de retard pour se retrouver avec Didier. Et en fait, et c'était une super rencontre. Après, il est venu, il m'a aidé dans mon projet pro et voilà, et c'est ça, c'est vraiment oser rencontrer et même si on a un peu peur et ce qui est légitime plus ou moins, mais parce qu'on est humain et c'est dépasser. Et moi le truc tu parlais de danger, je me dis souvent, est-ce que voilà, je me mets vraiment en danger? Non, pas vraiment. Ou c'est nouveau, effectivement, mais voilà, et j'y vais, en fait. Et je dépasse comme ça. Donc, cette histoire de confiance, c'est vraiment la rencontre à l'autre et laisser la part de synchronicité, de magie, enfin, on peut l'appeler comme on veut. Et c'est bien parce qu'on ne maîtrise pas. Et je trouve que moins on est dans l'attente et plus il se passe de choses. Donc voilà. Moi, je fonctionne comme ça, en fait. Mais ça n'a pas été simple. Hein. C'est beaucoup plus simple maintenant, mais il y a eu des moments où je me suis bien pris la tête avec moi-même. Et voilà, c'est l'apprentissage aussi, c'est l'expérimentation, ce que disait Véronique. Mais c'est ce qui fait la beauté de cette vie, en fait. Hein. Et j'ai envie de dire, de cet amour de vie, quoi, voilà. Merci, Virginie. Je trouve ça beau, l'élan de confiance. Hein. Il y a un mouvement. Là. Je vois le mouvement. Là. Et j'aime bien l'élan de confiance. C'est-à-dire, prenons le temps de créer la confiance. Ah, ça fonctionne ensemble. Hein. Ça fonctionne ensemble.
Ouais, je pense Ouais. qu'il faut qu'on garde aussi cette notion de, enfin, ce temps qui en fait n'existe pas, mais d'accepter qu'on a son propre rythme et le rythme qui est pour un tel n'est pas celui de l'autre. Et on est tellement dans une société qui veut pressuriser, etc. Enfin, bon, bref. Et je pense qu'une fois qu'on lâche tout ça et qu'on accepte que ben, c'est peut-être pas dans 6 mois, mais ce sera peut-être dans un an parce que c'est juste pour nous, je pense qu'il faut accepter ça et pendant ce temps-là, il se passe autre chose qui est tout aussi intéressant. Voilà, cette notion de temps est vraiment importante. Ouais. Ça me rappelle que nous avons tous notre propre temps. La façon la plus simple, à un moment donné, on m'avait demandé de définir c'était quoi la synchronicité, puis la façon la plus simple que j'avais trouvée pour définir la synchronicité, c'était imaginer que vous avez une petite montre dans votre cœur, puis votre montre dans votre cœur, elle est synchronisée à votre temps propre à vous. Eh bien, plus vous interagissez avec une masse, plus vous interagissez avec une société, plus votre montre elle se désynchronise avec la masse. Et vous en venez à perdre le contact avec votre musique, votre beat, votre tempo à vous. Eh bien, la synchronicité, ça vient resynchroniser votre temps avec votre cœur. Oui, c'est clair. Je suis bien d'accord. Merci. Qui d'autre veut a peut-être des petites histoires de confiance avec de la synchronicité ou pas? C'est fou comment on a bifurqué synchronicité confiance. Hein? Ben, je pense qu'on est, avec le mot confiance, si tu veux, ça appelle évidemment soit en amont un état d'être, soit en aval à des vécus spécifiques. Pour moi, il y a un lien direct entre la synchronicité, l'amour, le temps, la confiance. C'est toutes des notions, ce sont des échelles de la même chose. Ah, c'est beau ça, les échelles de la même chose. Oui. C'est juste des positions différentes sur quelque chose d'ascendant ou de descendant, selon les On choses. est dans la superposition, la superposition quantique. Non, mais le quantique, c'est facile. Le quantique, le problème, c'est que souvent, on le regarde par en dessous. C'est beau ça. Mais si vous regardez le quantique par au-dessus, c'est beau. Ouais. Ça devient très simple, en fait. Tout s'organise harmonieusement. C'est assez facile. Ouais. Le problème, c'est que les scientifiques le prennent par en dessous, donc c'est un peu compliqué et tous les plans s'écrasent. Donc, c'est beau ça. On peut en reparler. Mais... Oui, on est dû pour se reparler. Et en fait, voilà, pour moi, ça ne me semble pas compliqué. Qui veut prendre la parole? Moi, je voulais rajouter quelque chose aussi dans la confiance. Se joue aussi beaucoup l'estime de soi. Et plus on va avoir d'estime et plus on peut avoir confiance aussi, je pense. Ça, c'est un volet qui est pour ma part important, en tout cas. Je ne sais pas pour les autres, mais voilà. Oui, je trouve c'est important de différencier la confiance en soi de l'estime de soi. Ouais. Je pense que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on donne à la vie ou la valeur qu'on donne. Puis la confiance, en soi, c'est plus relié à peut-être des capacités ou en tout cas. Mais je pense qu'effectivement, il y a lieu de différencier l'estime, la valeur d'une chose ou d'une personne et ses capacités. Et pour revenir sur l'impact des mots au niveau du fonctionnement psychoneurologique, est-ce que je cherche à avoir confiance en moi ou à être en confiance? Ah, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous n'allez pas solliciter les mêmes zones au niveau neurologique. Et être en confiance, ça suppose que la valeur de la vie, ce qui est vivant en moi, ça a de la valeur. J'ai décidé que la vie en moi avait de la valeur. Et donc, je suis curieux de toutes ces manifestations, incluant parfois ces aspects un peu bizarroïdes. Oui, mais être en confiance, ça peut faire à l'intérieur ou extérieur. On peut, comme un enfant qui a d'être en confiance grâce à ses parents qui le protègent, on peut aller chercher la confiance à l'extérieur pour se rassurer. Voilà, on peut aller la chercher à l'intérieur. C'est deux notions, me semble-t-il. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ça, je pense que ça dépend de notre relation à l'autre, mais l'autre non pas en tant qu'individu, mais l'autre en tant qu'environnement. Si on a confiance dans l'environnement, je pense qu'on peut être en confiance. Et peut-être que ça nous permet de parler brièvement les travaux de Winnicott, le pédiatre anglais Winnicott. Pour lui, Winnicott, l'enfant qui est aux prises avec un chaos en dedans de lui, pour apprivoiser le chaos intérieur puis le chaos du monde de l'autre, il va se choisir un objet transitionnel, une doudou, une petite couverture qui va agir comme médiateur entre le monde extérieur et le monde intérieur.
Et la doudou, quand ça se passe bien, on est capable d'utiliser l'objet pour se rassurer, mais pas donner tout notre pouvoir à l'objet pour se rassurer. Et c'est souvent le problème de nos smartphones, c'est qu'à un moment donné, ils deviennent des doudous, où on donne tout le pouvoir à la doudou pour nous rassurer, mais en même temps qu'on leur donne tout le pouvoir de nous rassurer, on lui donne tout le pouvoir de nous inquiéter. Donc, peut-être si ça vous intéresse de lire plus là-dessus, Winnicott, l'objet transitionnel, il y a quelque chose à explorer ici. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Claire. Bon, je suis au travail, mais je vais quand même discuter parce que c'est vraiment des sujets passionnants. Moi, il y a aussi quelque chose par rapport à cette confiance, que ce soit auprès d'une relation ou alors auprès d'une organisation. Je pense que c'est le rapport à sa juste place, être aligné entre, je pense, pour avoir confiance personnellement dans une organisation ou dans des relations, que ce soit au travail, ou il faut se sentir à sa juste place pour que ce soit vraiment possible. Et là, on rejoint un peu tout ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'est juste ce que je fais, c'est juste de la reformulation et peut-être une autre façon d'appréhender les chemins que vous avez déjà tous abordés. Hein, mais voilà, cette notion de juste place. Merci de prendre votre place. Hein. C'est très bien que tu prennes ta place et que tu reformules avec tes propres mots. Parce qu'en reformulant avec tes propres mots, tu nous enrichis d'un langage différent sur des choses qu'on partage. Et donc, ça nous ouvre, ça nous crée des connexions et ça nous ouvre l'esprit, peut-être à une meilleure compréhension ou peut-être encore plus, d'aller un peu plus loin et de pouvoir exprimer d'autres choses. Et c'est ça qui est important dans le débat, c'est ça qui est important dans l'échange, un peu quel que soit le sujet, c'est de pouvoir justement laisser à chacun, sans jugement, sans rien, la possibilité de s'exprimer avec ses propres mots, ses propres émotions. Et de recevoir ça comme un cadeau, comme une richesse, comme un enseignement. Ouais, et en fait, c'est exactement ce qu'est un rapport de confiance, c'est permettre à l'autre d'être soi-même et de lui permettre d'atteindre la place qu'il souhaite avoir au sein d'une relation ou d'une organisation. Et pareil pour soi. Et c'est ce qui va consolider un peu un rapport de confiance finalement. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir co-créer et tout ce que... La notion de respect qui ressort là-dedans. Oui. C'est pas la même chose. Donc c'est de l'écoute, Il y a de l'écoute derrière tout ça en fait finalement. La confiance ne peut pas être établie sans avoir déjà une écoute pour l'autre. Le respect que vous sous-entendez aussi, mais qui ressort de vos propos, le respect pour l'autre. C'est pas la même chose laisser l'autre être à sa place que d'imposer notre place à l'autre. Il y a une différence entre les deux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Oui, juste une question, il va être un petit peu rigolote, en tout cas je l'espère. On remet ça quand? Ouais, exactement. Pardon? On remet ça quand? Donc on a derrière ça une mission qui est effectivement de réfléchir, d'échanger le plus nombreux possible sur ces trois mots, confiance, optimisme, créativité. Parce que je vous invite aussi, c'est à inviter du monde à chaque fois qu'on va communiquer. Je vais vous mettre sur la liste de distribution. Et l'idée, c'est vraiment d'être porteur d'un message et de créer ce flot positif pour dire arrêtons de sortir des chiffres de morts, de tests, de machins, de trucs, de ceci, de cela. Il y a une autre vie qui s'annonce, comme après chaque traumatisme collectif. Good. En fait, c'est plutôt une guérison, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous puissiez m'envoyer les questions pour lesquelles vous souhaiteriez avoir des réponses. Parce que c'est ça qui va enrichir notre débat. Écoutez, moi, j'ai envie de vous laisser avec une dernière petite chose. Sentez-vous libre si vous avez envie d'embarquer avec... C'est tout simplement une question pour créer de la confiance dans une relation. C'est un outil très concret. Tout autant, j'aime pas donner des outils, mais celui-là, je le trouve très concret et très utile. Ça peut s'appliquer dans une relation, mais ça peut s'appliquer dans n'importe quel contexte. C'est tout simplement pour créer de la confiance dans une relation, demander une chose que tu aimerais que je fasse davantage, puis une chose que tu aimerais que je fasse moins. Et j'ai envie de terminer notre intervention aujourd'hui en vous posant la question, dans la continuité de ces événements comme on est en train de vivre, ça serait quoi une chose que vous aimeriez qu'on fasse plus, puis une chose que vous aimeriez qu'on fasse moins dans nos webinaires, si vous avez envie de répondre. Hey, merci beaucoup Didier pour cette initiative. Écoute, on s'est rendu, en tout cas, les hasards nécessaires, c'est ça. C'est toujours magique. Alors, merci à vous.
Merci. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos critiques, vos conseils. Hein. On en a besoin. Ça ne nous choquera pas, ça ne nous vexera pas. Passez tous une belle après-midi et une belle pour ce qui concerne l'Europe et une belle journée pour ce qui concerne les Québécois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ça. C'était tout à fait passionnant. Merci. Merci. Super. Merci beaucoup. À très bientôt, les amis. Ah, bye bye. Ciao.